Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon ami le sapin pour un update lecture, donc mes dernières lectures. J'ai principalement lu ce que j'ai reçu à Noël, donc cette vidéo fait vraiment écho à la vidéo que vous avez eue précédemment sur mes cadeaux de Noël. Je me suis dit que c'était l'occasion en fait de profiter encore plus de mes cadeaux en les lisant directement. C'est quelque chose que je fais assez rarement. En général, quand j'achète un livre, je ne le lis pas immédiatement, il me faut un petit temps que je digère l'ouvrage en question, etc. Bref, là j'ai réussi à lire pas mal de livres en peu de temps, en une semaine en fait, donc j'étais contente et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc on commence par un livre qui n'est pas un cadeau de Noël, c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque et que je n'avais toujours pas lu et je suis très contente de l'avoir lu. C'était en l'an 1698, qu'advint dans la ville le fait mémorable, traduction Eugénie Fano de Maria Attanasio, Ypsilon fragile. Donc je voulais vraiment lire un ouvrage de Maria Attanasio qui est une très grande écrivaine italienne. Donc voilà, c'est fait. Et, je le lis en français parce que je ne lis pas l'italien. J'aimerais bien, j'aimerais bien, c'est un projet. Mais en tous les cas, voilà. De quoi ça parle? C'est un roman historique, mais aussi très poétique, qui parle d'un fait qu'on retrouve dans une archive en deux lignes en fait, de Francesca, qui est, comme c'est dit dans la source, homme dehors et femme dedans. Au temps de l'Inquisition en Sicile, à la mort de son mari, elle va s'habiller en homme et travailler comme un homme. Et c'était magnifique, c'est extrêmement poétique, c'est assez féministe. C'est une très belle plume qui vous emmène vraiment en Italie à cette période. Il y a vraiment une réflexion historique intéressante qui fait état des dernières recherches sur la question des femmes, du travestissement à l'époque moderne, etc. Donc c'est un ouvrage assez savant dans le sens où on ne vous raconte pas n'importe quoi. Très intéressant, qui s'intéresse à un fait qu'on n'étudie pas beaucoup et que le grand public ne connaît pas forcément, les cas de travestissement à l'époque moderne, et du rapport qu'a pu avoir l'Inquisition avec ce genre de cas. Donc c'était vraiment passionnant, très très beau. J'ai beaucoup aimé comme le point de vue de Francisca était mis en mots. C'est très très court, donc ça se lit très vite. Et si vous vous intéressez à cette question historique intéressante, vraiment très intéressante, très bien mise en mots, la traduction est super parce que c'est très 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 poétique et ça se ressent dans la traduction. Honnêtement, c'était en l'an 1698 qu'advint dans la ville le fait mémorable. C'est vraiment un livre que je vous conseille. C'est vraiment une très très bonne lecture, potentiellement une des meilleures de 2022. Donc voilà, très beau, vraiment magnifique. Et moi j'ai passé une excellente lecture. Ensuite, un livre que j'ai arrêté, une grosse déception, c'est de Wei Wei, La couleur du bonheur, donc un roman aux éditions Loupe Poche, donc de nouveau un ouvrage que je n'ai pas reçu pour Noël. Donc de quoi ça parle? Ça parle en fait du récit d'une petite fille, enfin d'une adolescente qui est mariée à un boiteux parce qu'elle-même n'a pas les pieds bandés dans la Chine des années 1920. Et toute son histoire est racontée. En fait, elle raconte son histoire à sa petite fille, si j'ai bien compris. Alors, je crois que j'ai déjà lu cet ouvrage et je crois que ça avait été un immense coup de cœur parce qu'il était dans ma bibliothèque et je crois vraiment que je l'ai déjà lu. Je crois que ça avait été un immense coup de cœur parce qu'il y a quelques années, la Chine de la fin du 19e, début 20e m'intéressait extrêmement fortement, c'est toujours le cas, et les histoires de pieds bandés, etc., de mariage forcé, ça m'intéressait beaucoup. Maintenant, je l'ai relu parce que j'avais envie de me remettre dans ce genre d'ambiance et ça a été une immense déception. En fait, ce qui ne va pas, c'est pas l'histoire entre guillemets, parce que l'histoire est vraiment intéressante, ce qui ne va pas, c'est le ton. C'est très pauvre, c'est dans un français vraiment pauvre, les dialogues n'ont absolument pas l'air réalistes. En fait, le discours sonne faux, tout le temps. C'est très étrange. C'est pas comme si c'était un livre avec la manière d'écrire, je dirais entre guillemets, d'une romance harlequin, où là, ben, vous savez dans quoi vous embarquez. Là, c'était plus profond, il y a vraiment un problème de ton, et il y a un problème d'écriture qui me saute aux yeux, et je n'arrive pas à dépasser les 100 premières pages, parce que vraiment, c'est pas possible. Il y a
Il y a aussi un discours un peu choral entre elle dans son passé qui parle à sa petite fille et elle dans un présent mais qui est aussi le passé. Euh, Assez difficile à saisir. Enfin, moi, ça me coupait un peu dans ma lecture. Et vraiment, en fait, le discours sonnait faux. Et je sais pas, il n'y a pas de traduction en réalité, parce que Wei Wei est une chinoise qui vit maintenant à Paris. Mais moi, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Voilà. Donc, je crois que je vous l'avais conseillé à l'époque parce que j'en avais un très bon souvenir. Là, malheureusement, je suis immensément déçue et c'est bien dommage. Mais bon, voilà, ça arrive. On grandit aussi et c'est ça qui fait la richesse de notre expérience de lectrice et de lecteur. Ensuite, j'ai lu de Jun Fujiwara aux éditions de l'Opportun, Les secrets du savoir-vivre nippon. Donc très joli, avec une couverture cartonnée, avec des rabats très mignons et des petites illustrations dans l'ouvrage. Donc cet ouvrage vous présente 4 principes pour vous mener au zen. Donc la notion de Mujo, donc éloge de l'impermanence, celle de Wa, quête de l'harmonie, Wabi-sabi, beauté du dépouillement et Okiyome, rituel de purification. Donc c'est une sorte d'ouvrage de développement personnel. Donc vous voyez, vous savez, des petits exercices ou des résumés, des petites illustrations. Et surtout, ce qui est assez joli, c'est que pour chaque ouvrage est divisé du coup en 4 principes. Et chaque principe, je vous en montre un, commence par une très jolie illustration en couleur. Donc là, c'est pour Okiyome, rituel de la purification. Donc ça, c'est assez chouette. Vous avez aussi les caractères pour chaque principe. Et du coup, c'est un livre de développement personnel que je trouve intéressant. Donc moi, j'ai des gros problèmes avec les livres de développement personnel. Pourquoi? Parce que pour moi, ça tend vers des dérives sectaires assez claires. Selon les livres de développement personnel, j'en ai lu beaucoup il y a une dizaine d'années, globalement, quand j'avais 16-17 ans. Et peut-être que j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et je trouve que ce sont des conseils qu'on retrouve dans tous les livres de développement personnel. C'est des conseils qui sont souvent assez culpabilisants. J'avais vraiment pas aimé les Miracle Morning à cause de ça parce que j'avais trouvé que c'était un ouvrage très culpabilisant. Après, évidemment, vous pouvez, vous avez le droit de l'avoir beaucoup aimé, mais moi vraiment, j'ai pas aimé. Et j'ai du mal avec cette idée qu'il faut toujours être au top de sa forme, toujours heureux, etc. Parce qu'en fait, vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit d'avoir des difficultés, et en fait, c'est la vie. Et la vie est riche parce que elle n'est pas toujours belle. Et vouloir absolument masquer ses émotions pour ne ressentir que le plaisir, que la performance, etc., pour moi, c'est dangereux. Parce qu'en réalité, les émotions que vous avez vont ressortir à un moment donné ou à un autre. Donc bon, autant les embrasser et essayer de vivre avec, travailler dessus, plutôt que de vouloir changer sa vie à tout prix. Et puis bon, on vous promet d'être le prochain Bill Gates. Vous doutez bien qu'on a 7 milliards sur cette terre, on ne sera pas tous Bill Gates. Bref. Si vous voulez une vidéo sur mon avis sur le développement personnel et comment j'en suis arrivée là, dites-le moi, ça pourrait être assez intéressant. Parce qu'effectivement, c'est un long parcours et de cheminement que j'ai eu. Donc, il est intéressant. Aussi parce que justement, c'est une japonaise, Jun Fujiwara, qui ne vient pas d'un milieu spécialement riche, qui est une japonaise qui adorait la France et qui a décidé un jour de se donner les moyens d'aller en France. Et après, elle a travaillé pour des maisons de luxe, etc. Mais elle est très honnête, elle dit que sa vie a été difficile, elle a vraiment eu des moments très durs. Et elle propose sa propre vision de ses concepts. Et ça, c'était intéressant. Il y a des références, donc c'est aussi un ouvrage qui a vraiment été réfléchi, donc ça me plaît. L'écriture est très bonne, j'aime beaucoup l'écriture de Jun Fujiwara. Honnêtement, je l'ai lu en une après-midi, donc elle est quand même un peu dense, même si c'est une écriture assez aérée. Mais vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement tous ces concepts ont déjà été développés dans d'autres livres et elle propose vraiment sa vision en tant que japonaise qui vit en France et qui du coup a une vision particulière de ces concepts au Japon. Et en fait elle présente ce qui l'aide à vivre au quotidien. Donc vraiment super. Si vous voulez un livre sur le fait de ralentir, de trouver un peu de paix intérieure, bah, au lieu de lire un livre de développement personnel classique, je vous conseillerais celui-ci. Moi, je l'ai beaucoup aimé.
potentiellement je le relirai un jour. Franchement, j'ai vraiment bien aimé et je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai lu le premier tome de ce que je pense sera une trilogie, donc de Rose and Crow, livre 1 aux éditions Delcourt par Amélie Sarn et Lise Garçon. Donc une magnifique BD, absolument sublime. On va y être, ouais. Là il y a mes petites notes pour vous en parler. Donc si je peux vous montrer un peu les illustrations, je vais vous montrer celle-là parce que vraiment... Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez déjà, mais en réalité, ça me fait très fortement penser au château ambulant. Et d'ailleurs, donc ce personnage en particulier, et d'ailleurs, l'autrice ne s'en cache pas, parce qu'il y a une référence très claire à Miyazaki dans cet ouvrage, où Miyazaki est cité. Donc bon, à part ça, c'est une BD pour enfants, clairement à partir de 9 ans, je pense, qui raconte l'histoire de Rose, qui a un pouvoir, c'est de faire pousser les plantes. Elle vit sans ses parents parce que ses parents ont disparu. Et un jour, Crow, donc ce personnage mystérieux, va arriver et va l'emmener dans un monde magique. Sur le papier, tout me donnait envie de lire ce livre. Déjà, j'aime bien quand c'est inspiré par Miyazaki, parce que j'aime beaucoup le personnage de Hurle dans Miyazaki. Les couleurs, c'est vraiment le genre de BD que j'apprécie. Ça ne me dérangeait pas que ce soit une BD pour enfants, j'en ai déjà lu. Rien que cette année, malheureusement, c'est une grosse déception. Je vais lire le 2, parce qu'en plus, je l'ai acheté, donc voilà, je vais le lire, mais ça va beaucoup plus vite, trop vite. Ça va vraiment trop vite. Ça la rend pas du tout crédible. Encore une fois, comme pour Wei Wei, La couleur du bonheur, on a vraiment un problème de ton qui sonne extrêmement faux. Et je veux bien que ce soit un livre pour enfants, mais il y a des limites. Il y a des limites et là, c'était pas possible. On n'a pas le temps de rentrer dans l'univers, en fait. On arrive dans un univers magique qui a l'air vraiment très beau, avec des chara-design vraiment très sympas, avec de très beaux paysages, mais aussi, je veux pas trop vous spoiler, mais vous voyez, les couleurs sont très belles, mais aussi un monde un peu steampunk, une guerre inter-univers et tout, et au final, on n'en parle pas, parce que l'histoire avance trop vite. Et du coup, ça rend pas du tout crédible les réactions de Rose, qui sont très bizarres, et ça vous sort de l'histoire. Donc bon, moi, ça n'a pas marché. Si vous avez des enfants qui aiment ce style de BD, clairement, je pense que c'est quand même une bonne BD. Je pense qu'à 9 ans, vous avez une autre expérience de lecture que moi qui en ai 26, donc forcément. Donc je vous la conseille quand même, mais si vous êtes adulte, honnêtement, je pense que c'est trop jeunesse pour vous, vraiment. Donc je lirai la suite parce qu'elles sont jolies et j'ai envie d'encourager l'autrice et l'illustratrice parce que je trouve qu'elles font un beau travail, mais voilà, je trouve que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui me dérange dans le ton et ça m'a pas vraiment plu. À part les dessins que j'ai trouvé magnifiques et là vous voyagez vraiment, les dessins sont juste sublimes. Et l'histoire en soi est une bonne idée, simplement elle va trop vite. Il aurait fallu peut-être plus de tomes, après c'est peut-être des contraintes éditoriales, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et enfin, j'ai lu Le Palais des Automaïs, donc avec cette magnifique couverture, hardback, iridescente, etc. Donc de Nina Varela. Traduite de l'anglais par Marika Gellman aux éditions de Saxus. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'Ayla, qui est une jeune humaine qui vit dans un monde où les automaïs, donc des sortes de robots qui ressemblent très pour trait aux humains, ils ont même une peau et du sang. Les automaïs donc ont asservi l'humanité en esclavage. Et ceux qui... Non, juste asservi en fait, pardon. Pas besoin de en esclavage qui est un peu redondant. Bref, ils ont asservi les humains et Ayla veut se venger en tuant Lady Crier. Sauf qu'en réalité, une romance va s'installer entre Lady Crier et Ayla, donc entre une automaï, héritière du royaume, et une humaine. Comment dire? Je l'ai acheté vraiment parce que c'était une romance lesbienne dans un ouvrage young adult. J'ai aussi été très déçue. Honnêtement, je ne lirai pas la suite. Donc, en soi, c'est sympa, ça se lit bien. Ça se lit très vite, hein, honnêtement. Bon, c'est très agréable parce que c'est un hardback, mais où vous voyez le livre entièrement
vous n'avez pas besoin en fait de tenir les pages, elles restent vraiment à plat, donc c'est très agréable, très léger pour un hardback. Joli travail d'édition, histoire, on va pas aller jusqu'à dire original, mais en tout cas bon, il y a une représentation queer, donc ça c'est bien. En fait c'est pas incroyable, il y a très peu de personnages. Pour une intrigue aussi ambitieuse entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs éléments qui font que l'intrigue se complexifie, il n'y a pas assez de personnages en fait pour que ce soit crédible, c'est juste pas possible. L'arrivée d'Aella au château, où elle va finir par servir Lady Crière, ne me paraît pas du tout crédible. La rapidité des sentiments entre les deux personnages, et surtout des sentiments de Lady Crière, étant donné que, je rappelle, c'est un robot, ne me paraissent vraiment pas crédibles. Le méchant de l'histoire n'a pas de profondeur. En fait, c'est une énième histoire entre des robots et des humains. Il n'y a pas de problème d'écriture, mais qui manque profondément de profondeur. Franchement, je lirai pas la suite. Ça va vite aussi. À certains moments, vous êtes là, ah bon, d'accord. Ah, bon, ok. Un personnage perdu revient, vous êtes là, bon, il est là, d'accord. Évidemment, bon, bref, il y a un vrai problème. Il n'y a pas assez de personnages et du coup, tous les personnages ont des rôles importants, entre guillemets, et ça pose problème parce que certains de ces personnages sont humains, donc sont censés être asservis. Donc voilà, je sais pas si je vous le conseille. Si vous cherchez vraiment des romances lesbiennes dans un monde un peu post-apocalyptique, un peu dystopique, etc., pourquoi pas. Mais sachez que honnêtement, c'est pas très fouillé. L'univers n'est pas fouillé, on le décrit vraiment pas. Les enjeux sont pas très bien gérés, on s'accroche pas aux personnages, donc au final on s'en fiche un peu de ce qui leur arrive. Donc voilà, je l'ai lu rapidement, je ne lirai pas la suite et je ne vous le conseille pas forcément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières lectures, ça me fait toujours super plaisir et vous me donnez plein d'idées. Donc mon porte-monnaie ne vous remercie pas, mais moi je vous remercie par contre. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023, tout de bon, que tous vos vœux se réalisent. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça me permet de continuer à vous faire des vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!